En introduction, je vais vous présenter nos deux conférenciers de ce soir. Jean-Yves Le Gallou, vous êtes essayiste, homme politique, haut fonctionnaire. Vous êtes le président et le fondateur de la fondation Polémia. Vous avez été député européen, conseiller régional du Front National puis du MNR. Plus récemment, vous avez participé à la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Vous avez dernièrement fait paraître 2 livres, un manuel de lutte contre la diabolisation aux éditions de la Nouvelle Librairie et L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement aux éditions Via Romana. François Bousquet, vous êtes journaliste, éditeur, journaliste politique, vous suivez les droites en France depuis une quinzaine d'années. Vous avez notamment consacré un livre à la droite buissonnière en 2017 aux éditions du Rocher. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. En introduction, pourriez-vous nous dire tous les deux ce que vous tirez comme enseignement de ces élections présidentielles et législatives? Quels sont les éléments qui vous ont marqué et vous semblent décisifs? Candidature d'Éric Zemmour, la guerre en Ukraine, la formation de la NUPES. Je te laisse la main. Oui. Ouais, je tire le premier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si ça va. Bien. C'est Fontenoy. Voilà. Ouais. Voilà. Messieurs les Anglais. Mais c'est ça. Ah, messieurs les Anglais, tirez les premiers. 1745. La guerre en dentelle. Alors, 3 choses par rapport à ce que vous avez cité. La candidature d'Éric Zemmour, c'est d'abord une candidature d'effraction par rapport à l'idéologie dominante. C'est une candidature d'effraction qui fait connaître à beaucoup de Français, tous les Français non, parce qu'on ne touche jamais tous les Français, le constat du grand remplacement. Ça, c'est la partie pré-campagne, en quelque sorte, de septembre à novembre-décembre. C'est l'effraction, la partie combat idéologique de la campagne avant le côté politique. Ensuite, à partir de février, 23 février, merci Vladimir, c'est l'affaire de l'Ukraine qui arrive, et là, c'est la diversion et la soumission. La soumission, puisque la position du président français, c'est la soumission à l'OTAN, à l'Empire américain, et la diversion, puisqu'on ne parle plus de la campagne, on ne parle plus que de l'Ukraine, qui est arrivée pour remplacer le Covid, pendant que le Covid revient maintenant que l'Ukraine disparaît d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Et puis la NUPES, ou la NUPES, on n'a jamais su comment on prononçait, mais ça évoque un peu une maladie vénérienne, donc je pense qu'il faut prononcer NUPES. C'est la fausse rébellion. C'est la fausse rébellion. C'est comme Extinction Rébellion, où on bloque une rue en étant dans le cœur du politiquement correct et de l'alarmisme climatique, et le tout quand même en étant cachetonné par Soros. Donc, fausse rébellion, soumission, effraction. Alors, j'ai pas évoqué le deuxième tour ni législative, mais on y viendra après, j'imagine. Je rajoute rien sur Éric, puisqu'on va, ça va être un des sujets de ce soir. Je suis plus réservé sur la manière dont Poutine a brisé l'élan de Zemmour. C'est que l'élan était peut-être insuffisamment solide. Hein. Je crois qu'il est antérieur, mais peu importe le dévissage. Hein. Les enseignements de cette élection, en apparence, il ne s'est rien passé. En dehors de Zemmour, il ne s'est rien passé, mais en apparence seulement. En apparence, c'est un remake de 2017, hein. C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes comédiens et c'est le même épilogue. Hein. Tout ce que les Français n'ont pas voulu pendant 5 ans, en l'occurrence un duel Macron-Marine, eh bien c'est produit, a survenu. Donc en apparence, c'est un petit peu comme la guerre de Troie, selon Giraudoux, elle n'a pas eu lieu, les élections n'ont pas eu lieu. On a eu droit à un simulacre d'élection, une élection confisquée, et du reste, Macron est intervenu dans l'élection le dernier mois, très tardivement. Donc en apparence, ici, on a refait 2017, c'est-à-dire la classe managériale, la commission Attali, la finance d'entreprise, adossé à quelque chose qui est central, qui est le vieillissement de notre population, qui est le grand vieillissement, qui s'adosse au grand remplacement. Vous êtes jeunes, la plupart d'entre vous, l'âge médian de la France, c'est 41 ans. L'âge médian électoral, c'est 10 points de plus, hein, c'est 50 ans, c'est mon âge, l'âge médian électoral.
Ça veut dire qu'au-dessus, il y a autant de gens au-dessus qu'autant de gens en dessous. Et Macron a gagné. Macron est minoritaire dans le pays en 2017 et en 2022. Il est minoritaire, Macron. La classe managériale, les 4 sup, ça n'est pas une majorité. La majorité, c'est leur grille. C'est la France vote avec ses artères. La France vote avec ses maladies cardiovasculaires. La France vote avec son pacemaker. Et vous, sans démagogie, vous êtes dans les arbitrages, vous êtes sacrifiés, vous les jeunes. Depuis 3 ans, vous êtes sacrifiés. Puisque les arbitrages ont été faits au profit, évidemment, d'électorats qui, à chaque élection, survotent. Vous sous-votez, votre génération, pas vous, et votre génération. Les vieux survotent. Moi, je commence à en être un. Donc ça, c'est un enseignement important. Ayez bien en tête le grand remplacement, mais également en parallèle, il y a un bouquin qui sort chez l'Observatoire ces jours-ci, enfin ces semaines-ci, le grand vieillissement de la population. Un âge médian à 41 ans, c'est colossal. Alors les sociétés traditionnelles, c'est 20 ans, 25 ans. En Allemagne, on n'est pas loin au-dessus de 45, Italie aussi. Donc c'est un enseignement. Donc a priori, ça n'a rien passé. Sinon, on a reconduit 2017. Or, l'élection se révèle très tardivement, au deuxième tour des législatives, donc je ne veux pas non plus trop déflorer le sujet. Mais on pensait que Macron avait été élu avec beaucoup de solidité. Macron n'a pas fait de campagne de législative, aucune. Et bien, le dimanche soir, le Front National, en l'occurrence le RN, fait 89 députés. Ce qui est un coup de semonce, ce qui est un coup de tonnerre. Personne ne s'y attendait, personne au sein du RN ne s'y attendait, comme vous en doutez. Et le RN a fait 89 députés sans lever le petit doigt. C'est fascinant. Ça veut dire que si le RN levait non pas seulement le petit doigt, mais la main, si le RN tractait, si le RN faisait du militantisme de terrain, moi je suis dans Lyon, j'ai eu un tract du RN sur ma voiture, mais j'ai droit au NUPES, et Jean-Yves, tu as raison, moi je dis NUPES parce que ça me fait penser à herpès. Donc c'est autant dire NUPES, encore qu'il y a un bon jeu de mots sur NUP, un jeu de NUP, il y a un jeu de NUP, mais qu'importe. Donc oui, il y a eu un coup de tonnerre, surprenant, qui délivre plein d'enseignements, par-delà la question d'Édouard, le survote musulman pour Mélenchon, premier tour, deuxième tour, il y a plein d'enseignements dans cette élection, plein. Mais le principal, me semble-t-il, c'est que pour la première fois, alors il y aura débat avec Jean-Yves, puisque Jean-Yves connaît bien la maison, pour la première fois, me semble-t-il, les planètes s'alignent. De Benoît a écrit un bouquin qui s'appelle Le moment populiste. Il me semble qu'on est dans un moment Marine. Et on en parlera un peu plus tard. Vivant dans la périphérie, Marine est vraiment la madone de la périphérie. C'est surprenant, ça nous surprend tous. Moi j'ai toujours en tête un livre, vous êtes jeune, mais je vous le recommande, de Marc Bloch, L'étrange défaite. Marc Bloch est le fondateur des Annales, et il a écrit Les Rois Thaumaturges, qui est un chef-d'œuvre, Les Rois Thaumaturges, sur la manière dont la monarchie était surnaturelle dans l'ancien temps. Et Marine est surnaturelle. Les Rois Thaumaturges touchaient les gens. Après le sacrement des rois, ils touchaient les goitreux, ils touchaient les écrouelles, et ils guérissaient les goitreux. C'est de l'autosuggestion, je veux dire, comme à Lourdes. Il y a des gens qui guérissaient. Quand vous suivez Marine, moi, tous les retours que j'ai faits comme journaliste en interne au sein du RN, c'est que Marine, dès qu'elle débarque quelque part, se produit quelque chose, ça nous surprend. Moi, je suis le premier surpris. Je passe mon temps à dégueuler sur elle. Donc, et je suis surpris de voir à quel point. Moi, c'est la grande leçon. Le premier tour de Marine est exceptionnel. Si je dois retirer un truc du premier tour, hors législative, c'est de cette séquence électorale, c'est la performance de Marine en province. Dans les foires. Il faut la voir dans le Sauvé d'agriculture à Clermont-Ferrand, c'est surréaliste. Mais toute personne connue fait des selfies partout, il n'y a pas que Marine. Ça va au-delà que du selfie, c'est qu'elle en fait beaucoup plus que les autres. Le selfie, moi, dans mon esprit, a remplacé les autographes qu'on faisait. Quand j'étais jeune, je croisais un sportif, j'avais 12-13 ans, Platoche, je voyais Platoche, et ben je lui demande un autographe. Voilà, maintenant c'est le selfie, mais chez Marine, ça va au-delà. Quand elle rentre dans un... Je te jure, j'ai fait un débriefing avec Lef, mais avec d'autres, Blanc, sur la réalité de Marine, les retours de Marine, c'est surprenant. C'est je vous salue Marine. C'est que... Non, mais ça surprend les gens. Non, honnêtement, alors, je crois que ça n'est pas exceptionnel. Toute personnalité connue, moi, ce que tu décris, je l'ai vu il y a 30 ans avec Jean-Marie. Ouais. Voilà. Et y compris des tas de gens qui ne votaient pas pour lui, mais qui étaient contents de le voir, de le toucher, voilà, c'est pas nouveau. Et Zemmour a eu le même phénomène, Mélenchon a le même phénomène, c'est un phénomène de notoriété
Voilà, je pense que ça existe tout à fait pour Marine, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement exceptionnel. Je crois qu'on ne veut pas le voir. C'est vraiment un angle mort, c'est un trou noir, cette France périphérique. Hein. On ne s'y intéresse pas, Zemmour ne s'y est pas intéressé, Macron ne s'y est pas intéressé, Mélenchon ne s'y est pas intéressé, François Ruffin, c'est une exception, on la connaît assez mal. Elle a fait une campagne long cours assez surprenante. Hein. Je me répète, hein, pour vous tous, j'avais des réserves très lourdes, j'ai fait un bouquin sur la droite missionnaire, hein, pour essayer d'explorer une piste que Zemmour a explorée, qui est la droite dans les murs en fait. Hein. Et elle a échoué, cette piste a échoué, j'y pas rien. Donc intéressons-nous à ce qui a marché. Marine a marché. Marine, elle a fait une campagne sur la fracture sociale et la fracture territoriale, hein, au long cours, comme une tortue, avec des succès absolument invraisemblables. Hein. Vraiment une campagne à la François Hollande, hein. Une campagne à la Jacques Chirac, hein. D'une autre nature que celle de Zemmour. Hein. Oui, enfin, Chirac c'est la fracture sociale, c'est en 95, oui, ouais. Donc il y a maintenant 30 ans. Et le bilan a été absolument désastreux, quoi. Désastreux. Désastreux. Bon, on parlera du pouvoir d'achat. Il y a des choses à dire. Oui, on va pas faire tous les sujets dans l'ordre quand même. Pour revenir un peu au début de ce que vous avez dit, il y a quand même deux grands thèmes qui ont animé cette présidentielle. Un amené par Éric Zemmour, c'est le grand remplacement. La pré-campagne. Parce qu'après, ça a été évacué. Je crois d'ailleurs qu'il y a un point qui est très important à comprendre, c'est que le résultat d'une campagne électorale dépend un peu des candidats et beaucoup, énormément, des sujets qui s'imposent ou qui sont imposés comme le thème de la campagne. D'ailleurs, c'est la thèse de Zemmour quand il entre en campagne. Je vais imposer le thème du grand remplacement. Je vais faire la campagne du grand remplacement. La campagne aura lieu sur mon thème. Et à ce moment-là, je fais mes voix. Il se trouve qu'à partir du mois de février est monté, le thème a été monté, pas seulement par l'opinion, mais aussi par les médias, le thème du pouvoir d'achat, et est arrivé l'Ukraine qui a été un thème supplémentaire, en même temps que c'était un étouffoir général. Et à partir du moment où le thème, c'est le pouvoir d'achat, on en parlera sur le fond du pouvoir d'achat. Parce que moi, je peux aussi dire des choses trash sur le débat sur le pouvoir d'achat. À partir du moment où le thème qui s'impose, c'est le pouvoir d'achat, c'est ceux qui en parlent ou qui sont identifiés par les médias comme ceux qui sont les mieux disants sur le sujet, eh bien à ce moment-là, c'est eux qui sont en place. Voilà. Mais c'est le thème qui fait la campagne. De même qu'en 2002, ce qui a fait le duel Chirac-Jean-Marie Le Pen, c'est les incidents sécuritaires qui ont eu lieu, qui étaient parfois mineurs d'ailleurs, enfin, mais qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont pesé sur la campagne et qui font que Jospin est éliminé, qu'on avait eu en 2002 un duel Chirac-Le Pen. Voilà, c'est le thème qui fait la campagne. C'est le thème qui permet... on vote en fonction du thème. Et le thème, il est quand même à la fois imposé par les événements et assez largement orienté par les médias. Oui. Sur Zemmour, Zemmour a fait un travail de déminage de terrain exceptionnel. Il a imposé des syntagmes, grand remplacement, en fin de campagne, remigration. Assez peu. Mais en fin de campagne, et puis parce qu'on sentait que ça dévissait, donc on a jeté des bouées à la mer, dont celle de la remigration. Mais peu importe, hein, il était important que ça rentre dans le débat public et dans le débat national. Depuis un an, pour la première fois, on a des sondages sur le grand remplacement. C'était inconcevable il y a un an. C'est absolument inconcevable. Étant l'éditeur à la nouvelle librairie de Renaud Camus, je peux vous dire qu'il y a un effet Éric Zemmour sur les ventes de Renaud Camus. Si quelqu'un a légitimé le grand remplacement, le thème, le motif grand remplacement, c'est Zemmour. Donc Zemmour, c'est un brise-glace. Hein. C'est un brise-glace phénoménal. Hein. Ayant bossé avec Buisson, depuis Buisson et l'identité nationale, hein, il n'y a pas eu de grands thèmes qui se sont imposés comme ça dans l'opinion. C'est un effet Zemmour. Hein.
Or, il y a une difficulté que Zemmour n'a pas pu, parce que c'est sa première campagne, parce que c'est aussi, il est un peu vierge. Hein. Il n'a pas transformé l'essai médiatique, l'essai métapolitique, en essai politique. Hein. Or, Marine l'a réussi. Même si c'était en off, même si c'était à bas bruit. Bardella était là pour assurer le service après-vente. Hein. Moi, je t'avais alerté, Jean-Yves, j'ai alerté beaucoup d'amis zémoriens au cœur du dispositif. Fin novembre, décembre, janvier, après j'ai arrêté. En vous disant que moi je crois que la vraie ligne, c'est le slogan des Gilets jaunes, hein. Je le redis, c'est le grand slogan des Gilets jaunes qui résume la fracture sociale qui existe. Hein. On va en parler, elle existe. Hein. Même moi je la subis. Donc je vous laisse imaginer les revenus médians et les revenus inférieurs médians dans la périphérie, comment ils les subissent. Hein. Et la fracture territoriale, qui est la fracture identitaire. C'est la fracture identitaire. Le grand slogan des Gilets jaunes, c'est baisser les prix. Baisser les prix. Les Gilets jaunes ont mis sur la table la question du pouvoir d'achat. C'est pas les journalistes, c'est les Gilets jaunes. Baisser les prix et le mépris. Or, Marine Le Pen, lisez le programme. Je ne veux pas donner le sentiment que je me dédie. J'ai voté Éric Zemmour, un vote utile, hein, pour que le grand remplacement ait droit de citer. J'aurais voté Marine si j'avais senti que Marine était en péril. Donc c'est la question. Je suis zémorien fondamentalement. Et à un moment donné, on fait des choix et des arbitrages de programme du RN. Lisez-le. Il est sur les flics, hein, sur le droit du sol. Il est bon le programme. Il est bon. Donc Marine, elle avait les deux béquilles, les deux jambes. Il faut avoir les deux jambes. Il se trouve que Mélenchon n'a qu'une jambe, pouvoir d'achat. Mais il l'a, au moins il a le pouvoir d'achat. Il récuse le grand remplacement. Zemmour s'est focalisé sur cette question du grand remplacement. Or, je vous le redis, il y a une fracture, il y a un déclassement dans la France centrale. On parle souvent de Guy Louis, de Sainte-Marie, de Michel, que sais-je. Il y a un bouquin de Louis Chauvel, professeur à Sciences Po, sur la spirale du déclassement, qui est vieux de 10 ans presque, hein, qui est fascinant. Le pouvoir d'achat s'effondre. Et ces crétins font la guerre à l'Ukraine. Donc, et Sardine Ruisseau nous dit on va baisser de 2 points les degrés dans la maison. Mais ma chérie, va en province. Ça fait 10 ans qu'ils ont baissé de 2 points, de ça. Ils ne se chauffent pas l'hiver. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat. Marine l'a capté. Ce pouvoir d'achat, je ne veux pas croire que vous, les jeunes, vous ne soyez pas sensibles à cette question-là. Nous, on va embaucher des apprentis à la librairie qu'on va payer 1 500 €. Ça va plus que le SMIC. Hein. Mais ils peuvent pas vivre. C'est pas possible. S'il n'y a pas les parents derrière, hein, et pour beaucoup d'entre vous, il y a les parents, on ne peut pas vivre. Hein. Donc cette question-là, elle est centrale. Que les Zémoriens n'aient pas voulu la voir, hein, en dépit d'alertes de ma part et de beaucoup d'autres, hein, régulières, hein, en vous disant, putain, les mecs, arrêtez de... Non. Mais... Alors, 2 choses. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur l'importance du pouvoir d'achat et le problème qu'il peut y avoir pour vivre à Paris avec... parce que la nouvelle librairie, elle est à Paris, ouais. Heureusement et malheureusement pour ceux qui y travaillent, pour 1500 €. Bon, ça, je suis totalement d'accord. Simplement, la question n'a absolument pas été abordée pendant la campagne électorale, sauf sous une forme de poudre aux yeux. Et je vais te dire, il y a dans la salle un certain nombre de garçons et de filles qui ont l'âge qu'ont les aînés de mes petits-enfants. Et moi, l'histoire du pouvoir d'achat, ça me rappelle ce que me racontait mon grand-père, donc c'est vachement nouveau, quand j'étais moi-même, même pas adolescent, enfant. Il parlait des hommes politiques qui disaient « Demain, alors la formule est vieillotte, on rase gratis ». Voilà. Et alors, on a eu un débat sur le pouvoir d'achat. On n'a pas eu de débat sur le pouvoir d'achat. On a eu une pure démagogie. Je prends le mercredi qui précédait le premier tour. Invité sur, je crois, TF1 ou France 2, enfin l'une des grandes télévisions, il y a Macron et Marine Le Pen qui se succèdent. Et on leur pose la question du pouvoir d'achat et ils sortent le chéquier. Ils sortent le chéquier... compensation, chèque essence, voilà. Bon. Mais il ne pose aucun problème de fond du pouvoir d'achat. Parce que quels sont les problèmes de fond derrière le pouvoir d'achat? D'abord, il y a toutes les réglementations qui augmentent le coût des logements, le coût des voitures, parce qu'on parle du pouvoir d'achat, mais au même moment, on impose la voiture électrique. Bon, la géopolitique. On parle du pouvoir d'achat,
mais au même moment, on coupe les achats de gaz avec les Russes, plus exactement des mesures qui augmentent le prix de l'électricité. On parle du pouvoir d'achat, mais on ne parle pas des questions de logement, alors que la réalité, et là on revient à l'immigration, la réalité, la question du logement, c'est que là où il y a des immigrés, le prix du logement baisse, et là où il n'y a pas d'immigrés, le prix du logement augmente, et donc les classes populaires et les classes moyennes européennes, elles ont le prix du logement qui augmente. Et puis on parle du pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qui tire les salaires à la baisse? C'est l'entrée permanente d'étrangers. Alors, il y a une manière de traiter le pouvoir d'achat. La vraie manière de traiter le pouvoir d'achat, c'est la géopolitique, c'est la politique énergétique, c'est la politique réglementaire, c'est la politique du logement, c'est l'immigration, je suis désolé. Alors, évidemment, quand on ramène à l'immigration, on dit ah, ben, vous ramenez tout à l'immigration, mais c'est un vrai sujet. Et ça n'a pas, pardon de le dire, mais aucun de ces sujets n'a été abordé, ni par Macron, ni par Marine Le Pen. On a dit, et là ça va être un des premiers débats à l'Assemblée, la question, ça sera de savoir si la remise sur l'essence, ça sera de 18 centimes, ou de 30 centimes, ou de 40 centimes. J'ajoute que sur le plan des propositions concrètes, Zemmour en avait fait 2 qui étaient particulièrement pertinentes en matière de pouvoir d'achat, à savoir l'augmentation du salaire net par diminution des charges, et une mesure qui est reprise aujourd'hui par M. Laurent Berger de la CFDT, qui consistait à mettre à la charge des entreprises la moitié des frais de déplacement automobile, parce qu'un des vrais problèmes qu'il y a à Paris, le problème c'est le logement, et dans la France périphérique, le problème c'est le déplacement, et même aussi à Paris, quand on est obligé de vivre dans l'Essonne pour travailler à Paris. Et le résultat, c'est que très souvent, le revenu du travail ne rapporte pas plus que l'assistance. Et une des raisons qui fait que le revenu du travail ne paye pas plus que l'assistance, c'est d'un côté le logement, de l'autre le frais de déplacement. Et donc Zemmour a fait des propositions qui étaient sans doute plus pertinentes, mais, alors je te rejoins là-dessus, elles n'ont pas été entendues. Elles n'ont pas été entendues parce que c'est pas là-dessus qu'on l'attendait et qu'on voulait l'entendre. Peut-être aussi qu'il n'a pas fait suffisamment de gestes ou d'images symboliques pour donner le sentiment qu'il prenait à bras-le-corps ce sujet, peut-être, mais sur le fond, je suis désolé, quand on dit qu'on a fait une campagne, pardon, je me tourne plutôt par là, pardon pour ceux qui sont là, quand on dit qu'on a fait une campagne sur le pouvoir d'achat, c'est une escroquerie absolue. Pour répondre à ta question, Édouard, est-ce que les deux s'annulent ou pas, en réalité? Est-ce que le grand remplacement ou la question migratoire annule, neutralise celle du pouvoir d'achat? Je crois pas. Je crois que pour le RN, en tout cas, c'est un dispositif à 2 coups. Il y a un coup, c'est la question migratoire, ou la question sécuritaire, ou le grand remplacement. C'est une question que nous... le grand remplacement, quelqu'un qui utilisait le mot grand remplacement au Rassemblement National il y a 6 mois, il était viré. Il était flingué. Marine, attends, mais Marine a dit, elle a même dit, ça je te rejoins, Marine a dit en 2019 que ça n'existait pas. C'était pas un problème, hein. Mais Bardella l'a utilisé, je suis d'accord. Bardella, il est là Bardella, il fait le SAV. Donc c'est formidable, il y a le bon flic et le mauvais flic, c'est parfait. Le tandem est assez... Mais la formule qui marche, pour répondre à Édouard, moi je pense que la formule qui marche, on la connaît, je veux dire, c'est Laurent Bouvet, d'autres, on a plein de sociologues qui sont pas de notre univers idéologique, hein, qui nous ont donné la formule, c'est l'insécurité culturelle et l'insécurité sociale, on l'a. Le RN repose là-dessus. C'est qu'à trop insister, je connais bien Zemmour. Comme journaliste, j'ai fait des entretiens avec lui pendant 20 ans. Je ne reconnais pas Zemmour depuis 2 ans, c'est tout. Depuis que Zemmour est chez Bolloré, je ne le reconnais pas. Zemmour n'a jamais été un national-libéral. Hein. Le mec, le type qui médiatiquement a tout fait pour imposer les thèses de Michéa, chez Ruquier,
l'explication de texte de Michéa. Michéa, vous savez, c'est le penseur qui explique qu'il y a une réunion aujourd'hui des deux libéralismes, de gauche et de droite, sociétal et économique. Hein. Et c'est normal parce qu'ils sont naturellement, ils appartiennent au même arbre idéologique, hein, au même rameau philosophique. Hein. Je connais Zemmour depuis 20 ans, j'ai fait un nombre d'entretiens incalculable avec lui. Le mec qui a le plus flingué le nationalisme libéral ou conservatisme libéral, c'est Éric. Hein. Je n'ai pas reconnu Éric dans cette campagne. Hein. Il a eu des mots malheureux qui sont des mots de polémiste. Je comprends, j'aurai les mêmes, hein, puisque je ne suis pas rodé à la politique. Donc si on me lâche dans une arène politique, je vais commettre un nombre d'impairs incalculable. Hein. Mais parfois, il a un peu insisté, de manière, me semble-t-il, exagérée, jusqu'à assez récemment. Mais le ghetto des ouvriers, c'est malheureux, je m'entends, d'autant que c'est pas, d'autant qu'il n'accable pas cet électorat-là. Mais c'est perçu comme... Oui. Et comme après, il y a le... Enfin bon, mais la ligne, on l'a. Je veux dire, la ligne, on l'a. C'est qu'on a un signal très positif, on va en parler législatif, qui est très très positif. Pour la première fois, le ciel s'ouvre. C'est pas rien quand même. Hein. Mais la ligne, on l'a. Je crois qu'on l'a. C'est grand remplacement. On l'appelle comme on veut, c'est pas grave. Il y a des gens, un mec comme Bob Côté fait beaucoup pour imposer le grand remplacement. Or, il n'emploie jamais l'occurrence. Hein. Jamais. Il emploie d'autres, des euphémismes, des images, etc., des comparaisons. C'est pas grave. Hein. Mais la ligne, on l'a. C'est la fracture territoriale, la fracture identitaire, parce que ces gens-là votent avec leurs pieds. Pourquoi ils ont quitté la couronne parisienne, hein? Vous savez que la petite couronne parisienne, années 80, vous êtes un peu jeune, pour les jeunes d'entre vous, Le Pen fait des très gros scores. Hein. 10 ans après, le FN a disparu. Je peux juste donner une anecdote. J'étais candidat Front National 4 fois dans la première circonscription du Nord des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire Gennevilliers, Colombes-Nord, Villeneuve-la-Garenne. Vous voyez le topo. J'ai fait, la dernière fois où j'étais candidat, j'ai fait 32%. Le grand remplacement a eu lieu. La candidate du RN a fait 8%. Et c'était une Africaine. Mais elle a fait 8%, le candidat du RN aurait été autre, il n'aurait pas fait davantage. Puisque, tout simplement, l'électorat est parti. Et moi, quand je rencontrais des familles sur ces marchés, je leur demandais, vous allez rester? Ce qui était mon intérêt électoral. Et ils me répondaient, bah non, ils allaient partir dans Seine-et-Marne ou ailleurs. Et je les comprenais. Je les comprenais. Simplement, si tous les gens qui votent avec leurs pieds votaient avec leurs mains, on serait au pouvoir depuis longtemps. Y compris, alors là, y compris les bourgeois, les classes bourgeoises qui choisissent le logement en fonction de l'école pour les enfants, mais qui continuent de voter, encore que certains ont voté Zemmour quand même, mais qui continuent de voter ensemble, voire NUPES ou NUP. Bon. Ouais, bah sur l'électeur, sur la bourgeoisie, fallait pas lâcher le mot, mais tu l'as lâché. Donc c'est un côté un peu fatigant, je trouve, que Zemmour en permanence nous rappelle qu'il y a une bourgeoisie conservatrice. C'est quelque chose qu'on a raté. On a raté la rencontre qui était le rêve de la droite hors les murs. La rencontre de la France périphérique, et donc des ronds-points, des gilets jaunes, des infirmières, et celle de la manif pour tous, on l'a raté. Parce qu'il y a cette maudite question de la bourgeoisie. C'est qu'on a en commun, ces deux Frances ont en commun un capital immatériel. Hein. Je vous rappelle que l'endroit où on a le plus chanté la Marseillaise, hein, c'est sur les ronds-points. On a une population qui est un peu acculturée, en tout cas dépolitisée, ce sera aussi un de nos sujets aujourd'hui. Elle est très très dépolitisée. Elle a perdu tous les codes de politique. Elle se repolitise depuis 5-6 ans par les Gilets jaunes, par le Vax, par les éoliennes. Mais de manière vierge, au départ c'est des feuilles vierges, hein. Mais là où on chante la Marseillaise, c'est sur les ronds-points. Donc il me semble que Éric aurait dû s'intéresser, mais pas seulement lui, j'insiste peut-être un peu trop là-dessus, s'intéresser à cette France. Nous, à Éléments, ça fait 7-8 ans que Pascal Esséric, le patron de la rédaction, et moi, on multiplie les enquêtes. Hein, alors j'espère que vous êtes abonnés à Éléments, chacun d'entre vous, si ce n'est pas le cas chez vous. L'abonnement n'est pas très cher. Hein. Mais on s'intéresse à Thèse France depuis une dizaine d'années, et j'ai l'impression de parler dans le vide. Moi j'ai en tête le Tour de France, c'était François et Julien, je crois, le Tour de France, qui est le best-seller de la Troisième République. Hein. Maintenant c'est Kevin et Jordan. Hein.
Mais il ne faut pas qu'on les abandonne. Moi, je fais des papiers sur Courtoisie ou Éléments, sur les Baudins. Je vous jure, si dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît les Baudins, je serais fasciné. L'un d'entre vous connaît les Baudins? Ouais, on est 3-4. Hein. Mais c'est déjà ancien, les Baudins. Non, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ça fait 15 ans, mais personne ne le sait. On ne sait pas que ça existe. Hein. On a oublié, pour rebondir sur ce que tu dis, sur le white flight, sur la fuite des Blancs. Moi, de mémoire, alors toi, tu l'as vu, parce que tu étais sur le terrain. Mais de mémoire, le premier qui le voit, c'est Fourquier. Fourquier ne comprend pas que le FN s'effondre dans la petite couronne. Il ne comprend pas. Alors, et il s'y intéresse. Alors, et lui, il découvre il appelle ça le vote TGV. C'est que ça se fait sur 10-20 ans, on ne le voit pas. Pendant 10-20 ans. Si tu permets, au Front National, il y a très longtemps, on a vu ces phénomènes de mutation avant les sociologues, parce qu'on le voyait électoralement, on voyait les gens, Donc on l'a vu avant, et il y a une espèce de mouvement effectivement qui est parti. Le premier, Marie-Caroline Le Pen, c'était chaud. Marie-Caroline Le Pen à Neuilly en 84, quand on a le 84, c'est 28%. Marie-Caroline Le Pen à Neuilly, ce coup-ci, c'est 8%. Alors c'est un peu biaisé parce qu'il y a Reconquête qui est devant, passons. Mais voilà, on voit le phénomène. Et en même temps, alors ça part de Paris et de la Petite Couronne vers la Grande Couronne, la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne qui a été à une époque un paradis du Front National et qui là a sorti quand même deux députés, mais seulement 2 députés. Et puis après ça va sur Lyon, ça va plus loin, par cercle concentrique. Dans Lyon, c'est un tout petit pays, Lyon, on a 3 députés. Villiers qui est un ancien de l'UDI, enfin qui est macroniste, mais les 2 autres c'est RN. Hein. Odoul, vous le connaissez, mais l'autre, moi je n'ai même pas son nom en tête, l'autre. Hein. C'est un épicier qui a été élu, hop, sur un clavier. C'est la chose fascinante. Un point sur lequel je veux m'arrêter. Il y a une guerre, moi j'espère que cette guerre, qui n'est plus à fleurer moucheté, entre le RN et Reconquête, va se résorber dans les années qui viennent. Hein. On a besoin de l'un politiquement, on a besoin de l'autre métapolitiquement. Donc j'espère que ça va se résorber. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Marine, simplement, on va en parler après sur la question législative, c'est pour insister sur un point. À la première question d'Edouard, hein. Qu'est-ce qu'on retient de cette élection? Marine, en fait, elle vire en tête au premier tour. Si on additionne Marine, Zemmour, Dupont-Aignan et un peu Dupont de la Salle, hein, elle tangente les 35%. Il se produit quelque chose qu'on ne mesure pas. Elle fait 13 millions au deuxième tour, ce qui est trop peu parce que Macron est à 18. Donc elle a 2 millions de voix à choper, 2,5 millions. C'est beaucoup, c'est énorme. Moins il y a de voix, plus c'est dur à les gratter, à les grignoter. Pour autant, je voudrais quand même vous rappeler, pour envoyer un signal positif. Hein. Étant dans la politique, métapo plutôt, c'est Jean-Yves qui est plus sur le terrain. Un peu dans les deux. Les deux. Vraiment, il se passe quelque chose. C'est mon côté hermaphrodite. Trans, c'est trans. Trans, ton côté NUPES. Alors, NUPES. Oui, ouais, un signal volontaire, un signal positif. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Mettez-vous dans la tête que Marine, si elle vire au premier tour, elle ne gagne pas. Elle ne peut pas gagner. En l'état, elle ne peut pas gagner. Mais elle est quand même dans une dynamique énorme. Mélenchon n'est pas au deuxième tour, alors qu'il a les écolos qui prennent moins de 5. Hein. Marine, elle a Zemmour 7, hein. Dupont-Aignan 2, La Salle 4. Hein. Et elle est au deuxième tour. C'est donc. Oui, et pour nous à l'avenir, c'est un signal très très positif. C'est une des raisons, en fait, la candidature de Zemmour, elle pouvait fonctionner pour remplacer Marine, ou elle pouvait fonctionner, et elle a fonctionné, pour amener un électorat nouveau. Et objectivement, alors bon, il y a plein de raisons, on va pas revenir dessus, mais il y a une vraie complémentarité. Il y a une complémentarité en ce qui concerne les cadres, où il y en a quand même davantage à Reconquête qu'au RN. Et il y a une complémentarité sociologique qu'on a vue dans les résultats électoraux. Et donc le total est supérieur. On ratisse plus large. Et donc il y avait un intérêt à la convergence, indépendamment des aspects boutiquiers. Il y avait un intérêt à la convergence.
et dans le résultat de Marine au deuxième tour et dans le résultat des législatives, il y a eu incontestablement le phénomène Zemmour de trois manières. D'abord l'aiguillon, ensuite le bouclier. Pendant que Zemmour prenait les coups de la diabolisation, Marine était épargnée. Et puis la complémentarité. Il y a un certain nombre d'électeurs, je reprends le terme, bourgeois, qui ont voté Reconquête et qui en plus ont voté après Rassemblement National. Je pense même qu'il y en a plus. Si je m'en tiens à ce que disait Sander, il y a un tiers du vote Marine au premier tour qui est un vote utile. Absolument. Les gens ont peur que Mélenchon soit devant. C'est les sondages qui disent ça. Ouais, mais c'est en sortie d'urne, donc bon, c'est à la louche. On a un tiers de vote utile. Donc chez Macron, on a la moitié de vote utile. Après, je redonne le micro à Édouard. Le vote utile, c'est le mal absolu. Si on en est là, c'est à cause du vote utile. J'ai voté Zemmour utile. Pour le grand remplacement. Oui, d'accord. Simplement ce que je voudrais dire, un point et après je cède le micro à Édouard pour que nous poursuivions le débat. C'est que le Zemmour n'aurait pas dû dire que c'est la 8e ou la 80e. Ah oui. Non, c'est pas celui-là que je veux en venir. Il se trouve que Marine a battu Zemmour. Donc elle a le droit d'être bon joueur. Elle ne l'a pas été. Vous vous rappelez la phrase de, je crois que c'est Louis XII ou Louis XI, peu importe, c'est que le roi de France pardonne des offenses de Louis d'Orléans. Oui. Et Marine a tout intérêt. Et elle n'en prend pas. Moi, les retours que j'ai en interne, c'est on veut tuer Z. Bien sûr, on veut tuer Z. Donc, mais bon, Z a voulu tuer Marine. Donc on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et il ne l'a pas tué. Mais ça étant dit, quand on a gagné, c'est la stratégie chinoise. Les Chinois sont très forts en stratégie. Quand on a gagné, on peut s'offrir le luxe d'être généreux. Et ça serait très bien pour nous, puisque tu l'as dit, il y a un réservoir militant phénoménal chez Zemmour. 127 000 adhérents, 300 000 sympathisants. Pour nous, les ressources de demain sont là. Les intellos organiques sont là, les couleurs d'affiches sont là, les gens qui tournent dans la rue. Il y a à la fois les intellos organiques et les couleurs d'affiches. Et les jeunes qui vont également tenir la rue, parce que nous avons perdu la rue. Il faut reprendre la rue. Il faut la reprendre. Je vais dire quelque chose là-dessus. Depuis 40 ans, avec le phénomène de la diabolisation, progressivement, la gauche, l'extrême gauche, s'est imposée partout, dans les facs. Et quand elle s'impose physiquement, elle impose aussi ses idées. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faudra revenir à la défense légitime. C'est-à-dire que face aux agressions de l'extrême gauche, il faut assumer de se défendre. Et il faut que ceux qui assument de se défendre puissent être soutenus, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Je pense qu'à un professeur d'université, Coronel de Boissaison, qui a lutté contre la mainmise de l'extrême gauche à la faculté de Montpellier, et qui a été révoqué et qui n'a pas bénéficié de tout le soutien qu'il méritait. Parfait. Ça m'amène à une question que je vais noter. Vous, journaliste qui avez connu l'épisode MNR, on pense aussi à l'épisode MPF, de Mouvement pour la France depuis février. Celui-là, je ne l'ai pas connu, ça manque à mon... Et maintenant Reconquête, que vous avez connu aussi évidemment. Une droite électorale hors du RN est-elle possible ? D'abord, il faut si on veut regarder les résultats électoraux, aux élections présidentielles, Maigret a fait 2, Villiers a fait 2 et 4, 2 et 4. Il a fait une fois 2, une fois 4, ou une fois 4 et une fois 2. Donc c'est effectivement relativement peu à l'élection présidentielle. On observera que Zemmour a fait 7, ce qui n'est pas pareil. Ce qui est même radicalement différent. Première observation. Deuxième observation, aux élections européennes, qui sont les prochaines élections, la droite, ce que vous appelez la droite dite hors les murs, ce qui peut se discuter d'ailleurs pour Maigret, puisqu'il venait du Front National à l'époque, c'est 3,5% en 1999, c'est-à-dire 40% du total
RN-MNR, c'est pas si négligeable que ça. Et Villiers a fait à 2 reprises aux européennes autour de 12%, ce qui est là aussi non négligeable. Ceci étant, alors c'est la thèse d'un chercheur plutôt politiquement correct mais objectif, Jean-Yves Camus, pas Renaud, Jean-Yves. Enfin, il se prénomme Jean-Yves, donc il ne veut pas être complètement mauvais malgré tout. Qui explique qu'effectivement, il n'y a pas la place pour 2 forces sur le champ national. Ça se discute quand même, notamment en termes de complémentarité. Voilà. Et on observera d'ailleurs que le premier score, l'un des premiers scores, le premier deuxième tour du Front National, en l'occurrence de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, c'est au moment où il y avait la concurrence, pourtant assez faible, de Maigret. C'est pas forcément tout à fait un hasard. La concurrence, je vais tenir un propos de libéral économique, là. La concurrence n'a pas que des inconvénients. Pardon à vous, je m'adresse pas assez souvent de ce côté. La concurrence n'a pas que des inconvénients. Voilà. C'est la rivalité. La rivalité, voilà. Polémos est le père de tous les êtres, c'est la raison pour laquelle nous avons fondé Polémia. La guerre. Héraclite. Peu de choses à ajouter. On peut rajouter pour Zemmour, ça me fait plaisir de le rappeler, Chevènement. Oui. À de mémoire, Zemmour, on a dû appeler à voter Chevènement, je pense, en 2002. Je sais pas ce qu'il a fait de mieux. Ouais. Et Chevènement fait... mais cela étant, il se rattache à la famille, en tout cas villieriste, hein, parce que c'était... tout ça, c'est post-Maastricht. Hein, ah non, Chevènement, c'est avant Maastricht. Ah, post-Maastricht, oui, post-Maastricht. Ouais, avant le TCE. Non, malheureusement, oui, cette droite hors les murs, donc je vous le redis, j'ai fait le bouquin sur Patrick Buisson, qui en est d'incarnation, même si on peut en effet ou glisser le MNR, le Maigret dans cette droite hors les murs. Elle est orpheline, hein. Mais ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais ça, il faudrait que le Front National, si le Front National aspire à devenir une force de gouvernement, et là, ils sont au pied du mur, on va en parler, hein, parce que on rentre dans le dur, là, maintenant. Avec 89 députés, on rentre vraiment dans le dur. Hein, donc, avec des faiblesses structurelles, hein, mais on va en parler. Si le RN veut accéder au pouvoir, il lui faut une force d'appoint. Donc il faut un allié. Et pourquoi faire une alliance en 2017 triomphale, hein, tapis rouge, hein, vous serez Premier ministre, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Alors qu'il représente à l'époque 5, je sais plus. Moins de 5. Moins de 5. Et pas faire ça. 5, c'est le début du paradis électoral, 5. C'est la caisse. Ouais, la caisse. Ah oui, mais c'est mieux que les dettes. Hein. Ouais. Donc si le RN aspire au pouvoir, il faudra des forces d'appoint. Mais il faudra que les forces d'appoint acceptent d'être minoritaires. Ce qu'a fait, honnêtement, Mélenchon a remarquablement joué. Hein. Quel joueur, hein, voilà. Et ça nous amène tout naturellement à la question suivante. Ce débat est bien fait. Le succès du RN dimanche dernier, donc 89 députés, on en parle depuis le début. Est-ce la fin du plafond de verre, et du coup, dernière étape avant la conquête finale, ou est-ce que c'est le fruit de la haine démesurée que suscite Emmanuel Macron? Je crois, alors, on a eu des sondages sortis d'urne qui sont extrêmement parlants. C'est-à-dire que dans les circonstances habituelles, quand il y avait un deuxième tour avec un candidat du Front National ou du Rassemblement National, 80% ou 90% des électeurs, des candidats éliminés au premier tour, se portaient contre l'adversaire du candidat du Front National ou du Rassemblement National, et qui ne pouvait, dans ces conditions, être élu que s'il réalisait au minimum entre 40 et 45% au premier tour. À ces élections, il y avait une dizaine de candidats RN qui étaient au-delà de 40%. Et il y a au final 89 députés. Pourquoi ? Parce que ça n'a absolument pas fonctionné comme dans les cas antérieurs. C'est-à-dire que si vous prenez 100 électeurs
d'un candidat éliminé au premier tour, Ensemble ou la NUPES. Sur ces 100 candidats, il y en a 50, je schématise, hein. Après, dans les détails sont un peu plus compliqués, mais en ordre de grandeur, sur ces 100 électeurs, 50 s'abstiennent. 30 votent pour l'adversaire du Rassemblement national, 20 votent pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que sur 100 électeurs d'un candidat éliminé, il n'y en a que 10 en solde net qui se portent sur l'adversaire du Front national. Et à partir de ce moment-là, le candidat du Rassemblement national peut être élu s'il a une avance ou s'il y a un certain nombre d'abstentionnistes qui se mobilisent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette configuration 100, 30, 100, 50 qui s'abstiennent, 30 qui votent d'un côté, 20 qui votent de l'autre, c'est pareil pour à peu près tous les candidats de deuxième tour. Donc il n'y a pas de fonctionnement différent du Rassemblement national par rapport à la NUP ou par rapport à Ensemble. Et ça s'explique pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas eu de campagne de diabolisation de Marine Le Pen et du Rassemblement national pour législative, puisque la diabolisation a plutôt porté sur la NUPES. Et de surcroît, il y avait quand même le rejet de Macron qui fait que 20%, si vous regardez les électeurs NUPES éliminés, quand ils ont le choix entre Ensemble et le Rassemblement national, 50 s'abstiennent, 30 votent quand même pour Ensemble, parce que malgré tout, ils sont de gauche, et 20 votent Rassemblement national. Voilà. Par rejet de Macron. Par rejet de Macron, ce que lui n'a absolument pas compris ou feint de ne pas comprendre dans sa dernière allocution, que je vous résume, puis je te cède la parole. Vous, chers Français, vous m'avez élu président sur mon programme. Il y a eu un résultat des élections législatives que je ne comprends pas. Mais je dois partir une semaine en voyage international. Ciao, bye. Ouais, non, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il ne peut pas comprendre. Ouais, mais cela étant dit, il n'est pas le seul. Hein. Puisqu'on aurait pu penser que la présidentielle aurait été un tout sauf Macron. C'était d'abord un tout sauf Marine. Hein. Le Front républicain a encore un petit peu joué sur la présidentielle. Hein. En tout cas, il y aura une quinzaine anti-Marine assez forte. Hein. Zemmour-Méry n'étant plus dans le dispositif, c'est Marine qui a... Il y a un paradoxe, Mélenchon. Il a fait preuve d'un génie stratégique, n'exagérons pas. Il a fait preuve d'un génie tactique que les trotskistes ont à plusieurs reprises déjà démontré. Le NUPES, c'est une formidable opération de guerre éclair sur le PS. Alors certes, c'est un PS à l'agonie, des Verts à l'agonie, des communistes à l'agonie, mais il n'empêche, c'est une guerre éclair fantastique. Hein. Il les a vampirisés, quoi. Et il a occupé le terrain pendant un mois, on n'a parlé que de lui. Mais il a en même temps, avec une ombre portée. Cette ombre portée, c'est la peur qu'a suscité ce NUPES, hein, ou cette NUP. Je me suis intéressé à la circonscription du Nord, au Darmanin, qui est celle de Tourcoing. En face de Darmanin, il a un candidat NUPES. Darmanin, il a un candidat qui s'appelle la candidate, hein, qui s'appelle Leslie, qui est un trans. Hein, qui a pas il a le droit. Non, mais là, je suis en désaccord total. Il a le droit de choisir son genre. Non, mais quand même. Simplement, c'est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est au cœur des contradictions de LR. En fait, des insoumis. Parce que c'est antérieur à la NUPES. C'est les insoumis. C'est un sujet intéressant, les insoumis. Parce que si vous êtes au fait... Hein, il faut s'intéresser à l'adversaire hein, des trotskistes, hein, qui est notre adversaire, hein, les trotskistes. Hein. Mélenchon vient de l'OCI, de la famille lambertiste, celle de Jospin. Mais il a appliqué, avant Terra Nova, les mecs qui ont appliqué, c'est le NPA, anciennement Ligue des communistes révolutionnaires. C'est Daniel Ben Saïd, le grand intellectuel organique. C'est eux qui ont d'abord inventé la ligne Terra Nova. Et il l'a appliqué pour la première fois à l'échouer. La ligne Terra Nova appliquée, rappelez-vous, par le NPA. En 2010, le NPA présente une candidate voilée dans le Var. Ça ne marche pas. Énorme polémique. Hein. Le PS vend debout. Le PS, hein, les Valls, le PS républicain, universaliste. Hein. 10 ans après, ça marche. Hein. Donc, ça fait peur aux gens.
le NUPES, les insoumis ont fait peur aux gens. L'islamo-gauchisme a fait peur à la droite. Hein. Donc il s'est passé quelque chose, là encore, qui est très encourageant pour nous. C'est qu'autant, je sais que Jean-Yves n'est pas d'accord, autant l'analyse de Sainte-Marie s'applique à la perfection au premier tour de Marine Le Pen à la présidentielle, hein, autant elle n'explique pas du tout les 89 députés. Pour rappel, l'analyse de Sainte-Marie, c'est qu'il y a deux blocs qui sont en train de se constituer en France. Hein. C'est une question suivante. Ouais, donc je ne vais pas l'aborder. Mais ce qui se passe au législatif... Après. Ce qui se passe au législatif... Rappel au règlement. Ouais, ce qui se passe au législatif est fascinant. C'est que l'électorat ouvrier, l'électorat employé, ne vote pas au législatif. Hein. Le législatif, on peut avoir une ultra-majorité au Parlement, c'est le paradoxe de notre démocratie, en étant ultra-minoritaire dans l'opinion. Macron, en 2017, il fait moins de 15% des inscrits. Vous vous rendez compte? Moins de 15% des inscrits, et il a une majorité absolue à la Chambre. Hein. C'est formidable, ce système, hein, qui pénalisait le RN en permanence. Hein. Tout d'un coup, il y a cette onde portée de la NUPES, hein, qui a été centrale, je crois. Il y a un autre point donc, que je vais évoquer, qui a mobilisé un électorat de droite. Hein. Et dans le cas de duel hein, NUPES-RN, qui a élu, ça s'est joué à très peu, mais le RN aurait pu avoir 130 députés, hein, parce que ça s'est aussi joué à très peu dans le sens inverse. Hein. Donc c'est une nouveauté. Pour le RN, c'est une leçon, et pour nous, c'est une leçon positive, volontariste. Hein. Le RN n'est pas condamné à avoir 20 députés. Il peut en avoir 89 sans lever le petit doigt. Donc le jour où il lèvera la main, je vous laisse imaginer le truc. Hein. Évitez le bras quand même. Le bras gauche. Le bras gauche. Et l'autre point qui a joué, alors autant les attentats avaient assez peu joué, les attentats du Bataclan n'ont pas été traduits de manière électorale. Moi je suis un ancien du 11e arrondissement. Après le Bataclan, le 11e, c'est Boubou. Le 11e a plébiscité les socialistes. Hein. À l'époque, ils étaient encore là. Mais il y a un effet Stade de France. Hein. Ah, oui. Il y a un effet Stade de France manifeste, hein, qui n'a pas été mesuré et qui s'est imprimé. C'est l'anglophobie, quoi. Ouais. Merci Darmanin. Et les Anglais ont été insupportables. Jeanne d'Arc revient. Odieux. C'était pour insister sur le côté Stade de France, qui est assez important. Et ça nous amène tout naturellement à est-ce que les 89 députés du Rassemblement national seront capables d'empoigner les grandes radicalités qui vont animer le prochain quinquennat, la question sociale, la crise économique, la submersion migratoire et évidemment la question de l'insécurité. Alors, contrairement à ce que disent tous les médias, l'Assemblée nationale n'est absolument pas ingouvernable. C'est-à-dire qu'il est très possible il serait très possible pour le gouvernement centriste de faire voter ces textes un coup avec les uns, un coup avec les autres, un coup avec les troisièmes. Donc l'Assemblée est parfaitement gouvernable. D'ailleurs, la majorité des pays européens ont des assemblées kaléidoscopiques, tout simplement à cause de la proportionnelle. Les régions ont été kaléidoscopiques en France avec la proportionnelle de 86 à 2004, et elles ont été gouvernées. Et on est dans un système dit de parlementarisme rationalisé qui permet à l'exécutif d'avoir beaucoup de pression sur le Parlement. Donc, c'est tout à fait gouvernable. Si ce n'est pas gouvernable, c'est parce que Macron ou Borne n'ont pas la psychologie qui permet de négocier avec les uns, avec les autres. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que les deux premiers textes importants, le premier va être sur le pass vaccinal et le deuxième va être sur, comment on appelle ça, le pouvoir d'achat. Bien. Le pass vaccinal, je pense qu'il passera parce que Macron ou Borne trouveront les 40 députés qui manquent un peu chez LR, un peu chez les Verts, un peu au PS. Petite précision, le groupe LFI au Parlement européen a voté le pass vaccinal européen. Je pense que le groupe LFI en France ne le fera pas, parce qu'il
il est tenu par une partie de son électorat. Mais ils trouveront les 40 qui manquent sur ce sujet. Après, il y aura le pouvoir d'achat. Et là, le pouvoir d'achat, l'ouverture de Macron, c'est probablement du côté du RN, qui saisira là l'occasion de montrer à ses électeurs qu'il trouve quelque chose pour eux. Et il y aura, le texte arrivera avec 18 centimes à la pompe ou 25 centimes à la pompe et ressortira avec 30 centimes à la pompe. C'est comme ça que ça se passera. Et le Rassemblement national, il gagnera le fait d'être dans le jeu électoral, dans le jeu politique, ce qui est positif. Le problème, et là je veux dire, le propos que je vais tenir ne doit pas être pris du tout de manière critique. Il pourra être dans le jeu sur tous les sujets, sauf les sujets essentiels qui concernent l'identité, la sécurité et même les libertés. En tout cas, l'identité et la sécurité. Il y a eu ça, le précédent, mais ce n'était pas médiatisé, c'était dans les conseils régionaux, où il n'y avait pas de majorité sans le Front National dans beaucoup d'endroits. Et il y avait, quoi qu'on en dise, il y avait des deals. Bon. Mais les accords ne pouvaient pas porter sur les sujets essentiels. Je peux vous donner des miettes sur le pouvoir d'achat, sur les subventions, sur les impôts. Je ne peux rien vous donner sur l'immigration et la sécurité. Et le problème du Rassemblement national, et je ne voudrais pas que mon propos soit pris de manière polémique, parce que là, je me place presque de leur point de vue, de l'intérieur. Ils doivent être dans la logique de montrer qu'ils sont dans le jeu, qu'ils ont des capacités de responsabilité de gouvernement et obtenir des choses. Mais ils ne peuvent pas obtenir des choses sur les sujets essentiels, à savoir la sécurité et l'immigration. Et le problème qu'il y aura, si ça dure, parce que la probabilité de dissolution, voire de démission du président sont importantes, si ça dure, au bout de 5 ans, on va leur dire, bon, bah, les cocos, vous avez été 89, il est rentré 2 millions d'étrangers dans le précédent quinquennat, il en est rentré 2 500 000 ce coup-ci, c'est pas suffisant. Ce à quoi ils pourront répondre, donnez-nous davantage, bien sûr. Je ne vais pas renchérir, moi je suis d'accord avec toi, Jean-Yves. Enfin, le scénario, l'avenir est ouvert, c'est une bonne chose. Ça redevient ouvert. Le monde redevient imprévisible, c'est une très bonne chose. C'est moi qui vais me charger de la critique du RN et du FN, on est d'accord. Le FN est au pied du mur, là, pour la première fois. C'est la première fois. Il n'y a pas 8 députés, il y en a 89. Donc là, on ne peut pas se cacher, on va les voir à l'heure. Pendant 5 ans, on va voir déjà si ça résiste, cette majorité, ces 89 résistent pendant 5 ans, c'est pas dit. Et on va voir si le parti se professionnalise enfin. Si, moi, c'est la lecture que je fais depuis la droite buissonnière, et je vous en fais part. Le RN est porté par une névrose, en psychanalyse, ça s'appelle une névrose d'échec. C'est une névrose d'échec. L'image qui me vient à l'esprit depuis quelques semaines à propos de Marine, pour quelle raison Marine échoue toujours au 2e tour? C'est parce que je crois qu'elle est comme les nanas, vous en connaissez, vous. On a tous une cousine comme ça. Moi j'ai une cousine qui a raté 7 fois le permis de conduire. 7 fois. C'est l'examen le plus difficile. Ouais, c'est vachement plus facile d'avoir le bac que le permis de conduire. Non, elles n'ont même pas le bac. Il y a encore des gens qui n'ont pas le bac. Mais qu'importe, on est confronté à un comportement d'échec au sein du FN-RN depuis 20 à 30 ans. Ce comportement d'échec nous interroge. Et ce comportement d'échec, on le retrouve dans toute la famille populiste. Tous les populistes ont une conduite d'échec, en tout cas en France. En France, le premier à avoir expérimenté une formule populiste, c'est le brave général Boulanger. Est mort comme il a vécu en sous-lieutenant, bout de Clémenceau, parce qu'il se suicide à Ixelles, à Bruxelles, sur la tombe de sa maîtresse. Et depuis, le populisme en France échoue invariablement. Si on s'intéresse à la très longue durée, je voulais te répondre tout à l'heure à Jean-Yves sur cette question-là.
La très longue durée, c'est-à-dire l'Ancien Régime, en vérité. La plupart des révoltes d'Ancien Régime ne sont pas des révoltes proto-marxistes, en aucun cas. Ce sont des révoltes pré-poujanistes. L'essentiel, le massif des révoltes d'Ancien Régime, ce qu'on appelait les émotions d'Ancien Régime, il y en a eu des milliers, des milliers. C'est des protestations antifiscales, exactement comme les Gilets jaunes. Et ça échoue à tous les coups, ça a toujours échoué. Révolte fragmentaire, ça a échoué, c'est mécanique. Et le RN s'inscrit dans ce processus d'échec depuis 30 ans. Donc la question qui se pose aujourd'hui, et qui se pose au RN aujourd'hui, c'est est-ce que ce parti va se professionnaliser? Est-ce que ce parti va réellement participer au débat? Désormais, le RN est contraint de participer au débat. Parce qu'un verrou s'est levé, j'insiste sur législative, un verrou s'est levé. Le RN, pour ceux qui l'ont lu, je me répète, mais le RN est un géant endormi. Il n'est même pas au courant qu'il est un géant endormi, le RN. C'est à 41% au premier tour, jusqu'à présent, ça n'était qu'une minorité de blocage. Mais tout d'un coup, avec 89 députés, on découvre que c'est assez facile d'obtenir une majorité. Le RN en est loin, j'en conviens. Mais là, ils sont devant les caméras pendant des années, pendant 5 ans, pendant une mandature. Donc il y a une obligation morale d'introduire enfin dans ce parti une culture de résultat, qui de toute évidence n'est pas là. Donc on va voir, moi je fais le pari, mais peut-être après tout, la politique est un volontarisme. La politique est un acte de foi. Quand tu t'investis avec Éric, c'est un acte de foi. Parce que tu penses que ça peut marcher. Et certains d'entre nous, moi j'ai pensé... Je pense aussi que ça peut échouer. Parce que oui, mais il n'empêche. On le fait. Aussi que ça peut marcher, on pense. bien sûr. Donc la politique, c'est ça. C'est fondamentalement, c'est ça. C'est un acte d'espérance. Quand vous déposez votre bulletin dans l'urne, c'est un acte d'espérance. Ça relève de la pensée magique. Vous pensez que le fait de voter va pouvoir changer les choses. C'est comme le peuple premier. C'est de la pensée magique authentique. Donc c'est ça. Et le RN, on doit avoir un acte de foi dans ce parti avec 89 députés, 13 millions de voix. C'est la première fois que nous sommes aussi puissants. Donc nous devons faire l'effort mental d'accompagner la maturation de ce parti. Merci François. On a fait un bon tour, je pense, des dernières élections, panorama. J'aimerais vous poser maintenant 2 questions, qui sont des questions d'avenir et qui concernent particulièrement beaucoup de jeunes qui sont ici. La première question, c'est la question du combat métapolitique. On a vu, Jean-Luc Mélenchon a fait un score de 31% chez les 18-24 ans et 34% chez les 25-34. Le combat métapolitique, c'est aujourd'hui une obligation pour l'avenir. Est-ce que ce sera le combat de reconquête? Alors, je vais d'abord répondre de manière plus générale. Le score de Mélenchon parmi les 18-24 ans et même jusqu'à 35 ans, c'est un formidable succès de l'éducation nationale. L'éducation nationale est incapable de transmettre, mais elle est capable d'endoctriner. C'est d'ailleurs pas spécial à l'éducation nationale française, puisque le vote des jeunes générations est de même nature dans des pays voisins comme l'Allemagne, par exemple. Il y a un effet de l'endoctrinement. Ça marche, faut pas se faire d'illusions. Alors, le deuxième élément qui explique ça, c'est quand même aussi une certaine réussite de la répression qui a tout de même étouffé tout ce qui pouvait s'y opposer, soit sur le terrain, soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux par la censure. Alors, est-ce que le combat métapolitique est important pour l'avenir? Oui, et là je vais rejoindre François Bousquet qui m'a fait découvrir il y a quelques années, ou qui nous a fait découvrir dans un colloque de l'Iliade il y a quelques années, la fenêtre d'Overton. Voilà. La fenêtre d'Overton, c'est ce qu'il est permis de dire. Et aujourd'hui, ce qu'il est permis de dire, ce qu'il est bien de dire, c'est ce qui est politiquement correct en matière sociétale, en matière d'immigration, même en matière de liberté. Et même, vous avez quelque chose d'absolument extraordinaire s'agissant de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, un principe fondamental, c'était la présomption d'innocence. Aujourd'hui, avec MeToo, c'est la présupposition de culpabilité. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, la priorité absolue, et c'est ça le combat idéologique et le combat métapolitique, c'est de redéplacer... Vous voyez, rien que dire ça, ça bloque. C'est de redéplacer la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, la fenêtre d'Overton, c'est quasiment l'obligation d'être trans. En tout cas, il y a plein d'écoles maintenant ou de lycées où on demande comment dois-je vous appeler ? Dois-je vous appeler monsieur ou madame ? Non, mais je ne blague pas. Hein. Y compris dans des lycées catholiques, dans des endroits conservateurs. Hein. À Angers, par exemple. Angers. Bon. Les frontières, c'est devenu interdit. Il y a un événement très important qui s'est produit pendant la campagne électorale dont pratiquement personne n'a parlé. Est-ce que parmi vous, qui connaît parmi vous Stéphane Légerie ? Eh bien, la démission de son poste de Stéphane Légerie est probablement l'événement le plus important des 3 derniers mois, en laissant de côté la question électorale. Pourquoi ? Stéphane Légerie était le directeur de Frontex, l'organisme chargé par l'Union européenne de contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Et vous savez qu'on avait dit, on fait Schengen, les frontières intérieures, les gens circulent, et on met en place un contrôle des frontières extérieures. Stéphane Légerie était le directeur de Frontex. Il a été amené à la démission. Pourquoi ? Parce qu'il a subi une enquête de l'Office de lutte contre la fraude de l'Union européenne, qu'on appelle l'OLAF, dans un nom scandinave qui pourrait paraître sympathique, c'est le nom d'un roi de Norvège. L'organisme de lutte contre la fraude de l'Union européenne a dit que le directeur de Frontex ne respectait pas les droits des clandestins à rentrer en Europe et à demander le droit d'asile. Et donc, il a été poussé à la démission parce qu'il remplissait la mission qui lui avait été confiée au départ de contrôler les frontières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à la fenêtre d'Overton, alors qu'il y a 15 ans ou 30 ans, il apparaissait évident de lutter contre la clandestinité, aujourd'hui, lutter contre la clandestinité, eh bien, c'est devenu interdit et répréhensible. Donc c'est un phénomène absolument majeur qui est passé tout à fait à bas bruit, puisque vous-même qui suivez l'information, et je pense l'information alternative, vous n'avez pas entendu parler, le nom ne vous disait rien. Peut-être, c'est le nom, bien sûr. On a publié sur le site des éléments, des papiers sur la démission du patron de Frontex, contrainte et forcée. Pour rebondir sur la fenêtre d'Overton, hein, elle est très précieuse pour nous. Je donne toujours en guise d'exemple pour montrer, donner de la chair à cette fenêtre. Hein. C'est un auteur qui est fétiche pour moi, et s'il n'est pas pour vous, je vous le recommande, c'est Pierre Gripari, qui est un auteur qui appartenait à la galaxie de la Nouvelle Droite, hein, qui a écrit un chef-d'œuvre absolu sur notre époque, qui s'appelle Patrouille du conte, hein, où il imagine que là, comme dans les contes pour enfants, il y a des rois, des reines, des princes charmants qui libèrent par un baiser des princesses endormies. C'est scandaleusement antidémocratique. Et il imagine une patrouille de démocrates qui rentrent dans les contes pour purger les contes de tout le reliquat païen, chrétien, monarchique, etc. Et Gripari était à la fois un PD, il insistait beaucoup sur ce mot-là. Les PD sont de droite, disait-il, et les homosexuels de gauche. Il ne connaissait pas les gays à l'époque, et un fasciste. Il était aussi fasciste. Et il raconte la scène suivante pour montrer à quel point la fenêtre d'Overton évolue. 1950, il va dans les maisons d'édition présenter ses manuscrits, et comme c'est un provocateur né, Gripari, c'est une de ses qualités, il se présentait comme homosexuel, comme PD et fasciste. Et en 1950, le mot fascisme ne heurtait aucun éditeur de gauche. Ce qui heurtait les gens de gauche en 1950, c'était le mot PD. Et Gripari raconte que 20 ans plus tard, il va avoir le même éditeur,
et il lui rappelle qu'il est PD de gauche, PD fasciste. Hein. Et à ce moment-là, le seul truc qui gêne l'éditeur, c'est fasciste. Hein. Donc vous voyez, la fenêtre d'Everton, en 20 ans, a complètement modifié notre perception de l'homosexualité et du fascisme. Hein. Il y a une interversion de l'interdit. Donc la fenêtre d'Everton, elle est centrale. Pourquoi? Parce que c'est le contrôle de la parole autorisée. Nous avons perdu le monopole de la production de la parole autorisée. Or, le vrai pouvoir, c'est ça. Intervention Eliade portée là-dessus. Le vrai pouvoir, c'est ça. Le vrai pouvoir, c'est qui arrive à délimiter l'interdit et l'autorisé, le totem et le tabou. On l'a perdu, ce pouvoir-là. Et c'est à votre génération de le regagner. On s'est installé, nous, Nouvelle Librairie, projet collectif et communautaire, on s'est installé, vous le savez, au quartier latin. Et beaucoup d'entre vous sont venus nous soutenir, hein, de manière très régulière. Mais redevenons visibles. Hein. Réapproprions-nous la rue. J'ai toujours en tête, dans un autre mouvement politique qui a été dissous, malheureusement, que le vrai bureau, c'est la rue. La vraie permanence, c'est la rue. Le jour où on reprendra la rue, moi, il y a 30 ans, quand j'étais étudiant, vous voyez, ça nous ramène loin, c'est loin en arrière, la Sorbonne était une citadelle encore conservatrice. Hein. L'AF tractait à la Sorbonne sans se faire casser la gueule. C'était même inimaginable, du reste. Hein. Et Assas. Ne parlons pas d'Assas. Alors Assas, c'est une citadelle, là pour le coup, sur la longue durée qui a tenu. Mais la Sorbonne, qui était un truc de littéraire, plutôt dans l'abstraction et pas la bagarre de rue, je veux dire, pour ainsi dire. Hein. Donc on l'a perdu. Donc si la Marine fait des très gros scores entre les 30 et les 60 ans, très très gros, elle est deuxième dans votre génération. Mais il faut reprendre ce combat, donc redevenons courageux. Ceux d'entre vous qui peuvent s'afficher, bien affichez-vous. Vous verrez que le courage est viral, mais vous le savez, chacun d'entre vous qui êtes là, le courage est viral, hein, plus viral que le reste. Hein. Il a une force contagieuse, hein, une force d'émulation, une force d'effervescence. Hein. Donc votre exemple, hein, et Jean-Yves l'a dit, l'exemple, on est des créatures mimétiques, on est un peu des gnous, on est des créatures grégaires. L'exemple est l'exemple viral, l'exemple de votre courage. Hein, nous permettra, dans les années qui viennent, de reprendre la rue, parce que la rue nous a appartenu dans une autre époque. Hein. À l'époque de l'Action française, dans les années 1900, la rue appartenait au calme du roi. La rue a appartenu au calme du roi. Et ne pensez pas que l'Action française est un mouvement qui... Vous savez le mot de Rebatté sur l'Action française. Il disait qu'il est un dissident de l'AF, il disait c'est l'inaction française, l'inaction française. Pas du tout, non. On a tenu la rue dans l'entre-deux-guerres, et on a également porté au pouvoir des hommes politiques, pas Bainville, hein, n'en déplaise ni Zemmour du reste. Hein. Donc oui, reprenons la rue, c'est votre travail. Hein. Nous on est là, Jean-Yves, moi, il y a d'autres hein, pour vous. De Gaulle a été formé par l'Action française et Barrès, Barrès et les conservateurs révolutionnaires et les auteurs de la révolution conservatrice allemande. Oui. Et il se trouve que Zemmour, j'en ai fini, Zemmour, moi j'insiste là-dessus, hein, en métapolitique, oui, la métapolitique a de l'avenir. Si on a 127 000 adhérents, il y aura une déperdition, Jean-Yves me connaît mieux de l'intérieur, il y aura une déperdition, c'est évident. Mais putain, c'est plus important que la manif pour tous. La manif pour tous, pour rappel, hein, le combat a échoué, d'accord, hein, mais c'est une génération d'intello, c'est une génération d'auteurs. Hein. Ils ont créé le Figaro Vox, hein, qui est l'ancêtre de CNews. Hein. Donc la génération Zemmour va produire, de fait, mécaniquement. Les gens vont rejoindre le RN, porter la voix de Zemmour au RN, mais ils vont également créer des intellos, des militants, des mères de famille. Hein. Un intello organique chez Gramsci, qui est théoricien du combat culturel, c'est une mère de famille. C'est une mère de famille qui va gueuler à l'association des parents d'élèves, hein, parce qu'on enseigne aux enfants, justement, des trucs de sexualité sur les trans. Hein. Un intello organique, c'est partout. Nous sommes tous des intellos organiques, c'est ce que dit Gramsci. Nous sommes tous des intellos organiques. Hein. Vous tous, vous l'êtes. Hein. Donc c'est ça qu'il faut. Le courage, c'est ça. C'est qu'il faut que vous, mère de famille, par exemple, hein, c'est central pour vous, vous alliez dans les associations de parents d'élèves, vous investir, hein, porter une voix dissidente. Hein. Et si on fait ça, et avec une marine à 89 députés et 13 millions de voix, franchement, pour la première fois, moi je suis plutôt un pessimiste, hein, tragique, hein, comme beaucoup de gens à l'élément, quand même, là, pour la première fois, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Hein, donc, allons-y, quoi. Des signes encourageants pour l'avenir. Et du coup, pour terminer cette conférence, on va faire une boucle et on va revenir un peu au sujet élémentaire, au sujet du titre de la conférence. La question que beaucoup ici attendent, bloc populaire ou union des droites? Ça a été la grande question à droite pendant ces présidentielles. Et quel sera le logiciel idéologique demain pour notre mouvement? Alors,
la limite du bloc populaire, on le voit, moi je l'ai vu lors d'un débat sur les élections législatives où il y avait au milieu, au centre, une candidate Ensemble, à sa gauche une candidate NUPES et à sa droite une candidate Rassemblement National. Et la candidate NUPES, qui était issue de la diversité, a dit, pour s'opposer à la candidate d'Ensemble, mais le peuple pense ceci, cela. Bon. Ce sur quoi la candidate du Rassemblement National a repris la main en disant « Mais oui, vous avez d'accord, le peuple... » Voilà. Sauf que le peuple de la candidate du Rassemblement National et le peuple de la candidate NUPES, c'était pas le même. Et c'est tout le problème du bloc populaire, ou dit populaire, c'est qu'il n'est absolument pas homogène, ni d'origine, hein, on va dire, ni forcément d'intérêt. Alors, on peut effectivement trouver que l'union des droites, c'est pas très fun, sauf que si on revient sur la fenêtre d'Overton, on voit qu'elle a été déplacée dans les domaines sociétaux, dans les domaines identitaires et dans les domaines des libertés, toujours par les mêmes, c'est-à-dire par le camp progressiste. Et que l'ennemi idéologique, ça reste... Alors, on peut... Est-ce que c'est le mot... C'est le progressisme, c'est le wokisme, c'est l'idéologie arc-en-ciel dans ses aspects, dans ses différents aspects diversitaires. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, c'est pas complètement absurde d'envisager l'union des droites. Et personnellement, quand je vois des identitaires qui sont un peu bégueules sur les combats sociétaux, je le déplore. Et quand je vois des conservateurs ou des catholiques conservateurs qui sont bégueules sur le combat identitaire, je le déplore parce que je pense qu'il doit y avoir dans ce domaine une certaine unité face à des ennemis. D'ailleurs, c'est la formule de Julien Freund, ce n'est pas toi qui désigne l'ennemi, c'est l'ennemi qui te désigne, et l'ennemi désigne aussi bien les identitaires que les conservateurs, et même tout simplement ceux qui défendent des libertés. On n'est pas tout à fait d'accord, mais je crois que le différent n'est pas insurmontable. Les deux sont valides, une fois de plus. De la même manière que le grand remplacement et la question sociale s'articulent et non pas s'opposent. Quel est l'enseignement du premier tour? Il y a un bloc populaire. Premier tour, il y a un bloc populaire. C'est l'évidence. L'électorat de Marine, les 23%, c'est un bloc populaire. Quel est l'enseignement du deuxième tour législatif? Il reste une droite en France. Et elle vote Marine. Cette droite a voté Marine. Je vous le redis, j'ai dit tout à l'heure, c'est que le bloc populaire, j'ai pas les chiffres, voilà, mais par définition, il s'est peu déplacé aux législatives. Donc, même si ça se joue à très peu de voix, bien sûr, les succès des candidats à RN ne s'expliquent pas sans un report de voix de la droite. Cela étant dit, se posent à nous plusieurs problèmes. Je suis de droite, je suis intervenu chez Jean-Yves dans le forum de la dissidence. Nous avions monté, pour les biens et le forum de la dissidence, un colloque sur la droite. Je suis intervenu sur la droite, je pourrais en parler longuement de la droite. Je crois qu'il y a une droite anthropologique, je crois même qu'il y a une droite métaphysique. Vous voulez, on ne veut pas essentialiser la droite et la gauche, on dit que c'est une affaire d'histoire, ça bouge. Je crois qu'il y a, ça touche des ressorts très profonds chez nous. Moi, je pense que je suis ataviquement de droite. Mais j'ai bien conscience que je m'adresse à une population, l'électorat de la France périphérique, qui n'est plus de droite. Pour autant, elle n'est pas de gauche. On est confronté, tu citais Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus a fait pas mal d'études sur l'électorat du RN. Il y a un travail de désidéologisation très profond. C'est que je crois, moi j'ai l'impression, en tout cas en village, dans la ruralité, que les gens ne savent plus trop ce que c'est la droite et la gauche. C'est que la droite et la gauche structuraient un paysage politique inscrit dans l'histoire. Si vous n'avez pas les codes culturels, si vous n'avez pas les codes historiques, si vous n'avez pas les références familiales, or il y a une rupture de transmission générationnelle très forte.
Il est très difficile de parler de la droite. Moi, dans la périphérie, franchement, les gens, ils sont pas de droite ou de gauche, ils se définissent pas comme ça. Ils sont anti-parisiens, anti-bobo, anti-arabes, encore plus qu'anti-musulmans. D'abord anti-arabes. Ni bobo, ni arabe. Voilà, ouais. Ça, ton... même dire que ce qui me frappe le plus, et ni, c'est là où Laurent Wauquiez a eu le nez creux et que Marine n'explore pas du tout cette piste, que je regrette, hein, sur le cancer de l'assistanat. En province, moi quand je débarque en province, je découvre le cas sos. Hein. Je ne sais pas ce que c'est le cas social. Hein. Mais il y a une mise à distance du cas social. Hein. C'est-à-dire que l'ouvrier ne veut pas être confondu avec le mec qui dépend du RSA. Or, dans certains villages, moi je suis en Bourgogne, qui sont de vieux villages vignerons, donc l'habitat est compact, hein, donc il y a une très grande mixité, involontaire, mais il y a une mixité. Mais rien ne fait plus horreur à l'électeur de Marine Le Pen que le cassos. Hein. Le narcissisme des petites différences jouant, il le tient à distance. Wauquiez l'a compris, ça. C'est que ce sont des mecs qui travaillent. Hein. C'est là où Zemmour se plante. Hein. C'est un ghetto d'ouvriers, certes, mais assez peu chômeurs. Hein. Mélenchon fait des meilleurs scores chez les chômeurs très longue durée que Marine. Hein. C'est vraiment ouvrier, employé, travailleur, producteur. Hein. C'est ça le fond du RN. Oui, sur la question de l'union des droites. Hein. Moi, je crois que pourquoi ne pas la faire, hein, mais n'en parlons pas. Je ne vais pas parler de Maigret, puisque les absents... ne parlons pas de Maigret, mais parlons de Charles Millon. Ça ne marche pas. L'union des droites ne marche pas. Oublions-la. C'est un mec de droite qui vous dit ça. Ça ne marche pas. Ça n'imprime plus. Ça, comme votre génération dirait, ça ne matche plus. Parce que je vous le redis, on sait plus ce que c'est la droite et la gauche. Hein. Moi, je voudrais bien vous intervenir. Je peux en parler pendant 3 heures de la droite et de la gauche. Hein. Je vous dis, pour moi, c'est une différence qui est métaphysique pour moi. Mais ça imprime plus sur les gens. Ça marche pas. Donc, en revanche, hein, la dichotomie périphérie-élite marche. Hein. En revanche, la dichotomie les somewhere, anywhere marche. Hein. En revanche, la dichotomie gilet jaune, bobo marche. Hein. Donc, à Élément, on est très partagé, puisque De Benoît a fait un bouquin, je vous le redis, Le Moment populiste, hein, qui est un livre important. Hein. C'est le moment Marine, en fait, hein, où il dit la droite et la gauche, c'est fini. Moi, je reste à Élément porteur d'un ethos de droite, de valeurs de droite, hein, mais j'ai le sentiment que c'est une guerre qu'on a un peu perdue. Le dernier à s'inscrire dans ce schéma droite-gauche, je trouve, hein, c'est Mélenchon. Pourquoi? Parce que Mélenchon, comme Jean-Marie Le Pen, a les codes. Hein. Il a les codes, il s'inscrit dans une histoire au long cours. Hein. Donc lui, il arrive à convaincre son électorat qu'il n'y a pas d'ennemi à gauche. Hein. Mais nous, on a du mal à droite à imposer ça. On a le précédent. Moi, j'ai pas d'hostilité pour Maigret. Je veux dire, mais on a quand même un échec. Hein. L'échec Millon, Maigret et Zemmour. C'est un échec. Hein. Or, la plus cité Freund. Hein. Freund nous rappelle qu'est-ce que c'est l'essence du politique. Hein. C'est l'accession au pouvoir. Moi, je fais de la métapo. C'est facile de la métapo. Je fais de la critique, c'est facile. Mais toi, tu fais de la politique. C'est beaucoup plus difficile. Je te confirme, ayant fait les deux, voilà, je te confirme que c'est plus difficile. La critique est facile, l'art est difficile. Hein. Or, l'art en politique, c'est conquérir le pouvoir. Or, oui, mais pour en faire quelque chose. D'abord le conquérir. C'est le mot de Malraux dans La Voie royale. C'est pas tout d'être roi, c'est l'essentiel, c'est de fonder un royaume. Hein. Mais laissons la chance au RN de fonder ce royaume. Hein. Il a pris la main. Donc soyons nous aussi bons joueurs, il a pris la main. Accompagnons-le à grandir, à mûrir, à se professionnaliser. Soyons positifs, hein. Je veux être positif. Hein. Donc ouais, dans l'union des droites, non. Je parle pas, c'est Charles Millon, l'union des droites. Hein. Donc c'est peanuts. Hein. Voilà, ouais. Jean-Louis, un petit mot pour conclure. Je pense que l'ennemi reste le progressisme. Le progressisme, le wokisme, l'idéologie arc-en-ciel, et j'en passe. L'idéologie diversitaire, pour prendre le terme de Bocoté, voilà. Papendiaï, hein. Papendiaï, oui, Papendiaï. C'est votre ministre. Hein. Une idéologie qu'on peut retrouver à la fois dans le bloc élitaire et dans la gauche. Sur le... Ouais, alors ouais. Je vais... Ouais. Bon, je laisse conclure. Ah oui, c'est comme dans les débats présidentiels. Ouais. Celui qui commence, celui qui termine. Merci. Oui, il y a une consanguinité, il y a une porosité entre la NUPES et le LRM, c'est l'évidence. Entre les libéraux et les libertaires, hein. C'est Michel, c'est Zemmour. Zemmour, je vous le redis, pendant 20 ans, le type qui a convaincu votre génération que c'était la même chose, c'était les deux faces d'une même médaille, hein. Les libéraux et les libertaires, la NUPES et LRM, c'est Zemmour. Hein.
Donc oui, c'est la même chose, c'est notre ennemi. Notre ennemi, c'est la haine de soi. Tout à l'heure, c'est l'étudiant libre, je crois, ou Native qui a lâché ce mot qui est très important. C'est la haine de soi se traduit par la xénophilie morbide, qui est une anomalie génétique, qui est une anomalie biologique. Aucune espèce est affectée de xénophilie, sauf quand elle est en stade avancé de réanimation. Donc oui, voilà l'ennemi. On peut en parler indéfiniment, je peux tenir le micro, mais peut-être que la salle peut poser des questions. Ouais. Bon, on va conclure. Avant de s'il y a quelques questions dans la salle, je vous invite à l'issue de la conférence à venir acheter les livres de Jean-Yves Le Gallou, qui sont en vente juste ici, et puis vous les dédicacera si vous le souhaitez. Merci à tous.